Donc après cette première séquence où on a donc parlé de l'expression de la rationalité économique du principe pollueur-payeur et qu'on a déjà rentré dans des débats assez techniques, on va maintenant entamer la deuxième séquence sur prévenir les dommages environnementaux. Le principe de pollueur-payeur est-il à la hauteur des enjeux? On va avoir peut-être une approche plus juridique avec nos différents intervenants qui vont se succéder selon le même format. Donc d'abord Nicolas de Sadler, qui est professeur de droit à l'université de Saint-Louis, Bruxelles, et qui est aussi l'auteur de Environmental Principles from Political Slogans to Legal Rules, qui va nous parler donc du principe du pollueur-payeur comme un principe de droit de l'environnement, mais aussi comme un principe qui veut créer une dynamique de changement plus globale dans la société. Nous allons ensuite entendre de nouveau Philippe Quirion, qu'on a déjà présenté, mais que je redis pour ceux qui nous ont rejoints maintenant, qui est docteur en économie de l'École des mines de Paris, directeur de recherche et chercheur en économie de l'environnement et en économie de l'énergie au CNRS-CIRED. Et là, je pense qu'on va plutôt parler de votre article d'août 2023 dans The Conversation au sujet du coût de la tonne de CO2 évitée. Et ensuite, nous allons entendre Florence Jamet, qui est maîtresse de conférences en droit public, doyenne de l'unité de formation et de recherche de droit et sciences politiques de l'Université de Picardie, qui va nous présenter les résultats d'un colloque qui s'est tenu en 2018, je crois, sur la nouvelle figure du principe pollueur-payeur, avec un focus notamment sur le sujet des perturbateurs endocriniens. Et enfin, en réaction à ces présentations, nous entendrons Camille Florentin, qui est avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit de l'environnement et qui, du coup, va pouvoir nous partager, et là, on va passer un peu de l'autre côté, le vécu en pratique des installations classées pour la protection de l'environnement et la réception par les entreprises. Et enfin, Margarida Martins, who will be joining us in English. And we will talk, qui est chargée de mission pardon, au droit de l'environnement au Bureau européen de l'environnement et qui va nous présenter les grandes lignes de la contribution de l'O Bureau européen de l'environnement, qui est donc une ONG bruxelloise très active sur ces sujets, la contribution qu'ils ont fait au fitness check de la Commission européenne qui a été évoqué tout à l'heure. Et donc, sans plus attendre, Nicolas de Sadler, je vous laisse la parole. Oui, mais merci. Je suis tout d'abord très, très honoré d'être invité ici. Je ne connaissais pas votre organisation et je vous félicite de votre initiative dans la mesure où j'ai longtemps travaillé avec les administrations belges, luxembourgeoises, françaises notamment. Et le ministère français de l'Environnement a d'ailleurs financé une partie de ma thèse de doctorat qui portait sur les principes environnementaux. Donc cette thèse n'aurait pas abouti sans un soutien public. Donc ceci me tient d'autant plus à cœur. Euh, Par ailleurs, le sujet me paraît vraiment d'actualité, en plus de l'organiser en langue française. Beaucoup de Belges sont en faveur du plurilinguisme et donc on voit qu'on soit flamand ou wallon ou bruxellois d'un mauvais œil l'impérium britannique revenir à la charge. Donc c'est très bien d'organiser des événements en français. Et donc, c'est vraiment d'actualité dans la mesure où, finalement, la communication qui reste encore en vigueur, c'est la 75-436 du 3 mars 1975 qui n'a jamais été révisée pour des raisons politiques. Et donc, au moins, la Commission européenne actuelle a le courage d'ouvrir le débat sur le principe du pollueur-payeur, qui n'est pas défini en droit primaire à l'article 191 et encore moins en droit secondaire. Donc la directive sur la responsabilité environnementale qui a été évoquée par le fonctionnaire de la Commission européenne ne fait pas état d'une définition. Et donc pour s'y retrouver, il faut s'appuyer sur les idées qui ont émergé au début des années 70, d'abord avec M. De Smet, qui était fonctionnaire à l'OCDE, qui a porté sur les fonds baptismaux le principe et qui a été repris par la cellule environnementale. Il n'y avait pas encore de véritable direction générale environnementale à l'époque de la Commission européenne. Et il me semble que le sujet est d'autant plus pertinent dans la mesure où les fonds qui pourraient contribuer à la transition
économiques, énergétiques sont largement insuffisants. Regardez les fonds LIFE, ils sont insuffisants pour couvrir les dépenses en matière de conservation de la nature et les futures dépenses en termes de restauration des écosystèmes en vertu du prochain règlement sur la restauration de la nature. Le FEOGA et le FEDER, dans le cadre du premier et du second pilier de la politique agricole commune, sont critiqués non pas seulement par les ONG environnementales ou par les fédérations des jeunes agriculteurs euh, euh, pour finalement prévoir le financement de mesures agro-environnementales, à la fois en rapport dans le premier pilier relative à l'éconditionnalité, mais aussi dans le cadre du développement rural en rapport avec le second pilier de la PAC. Et l'accusation de greenwashing qui avait été notamment portée par la Cour des comptes dans le rapport de 2021 est reprise dans un grand nombre de critiques des différents plans nationaux. Les plans nationaux ne seraient pas à la hauteur des ambitions affichées par le règlement de 2021 et donc on risque d'assister à des aides directes ou des aides indirectes dans le cadre du développement rural qui finalement viendrait à couvrir des pratiques courantes. On resterait dans un genre de statu quo environnemental alors que ces mesures, ces financements seront labellisés comme des financements pour la lutte contre le réchauffement climatique ou pour la biodiversité. Euh, de même pour le fonds de cohésion, les, euh, certes, un certain nombre de budgets ont été consacrés notamment au financement des infrastructures d'égouttage de stations d'épuration. Donc, il ne faut pas négliger l'importance qu'a pu jouer ce fonds. Mais, somme toute, on revient à la case de départ, qui a été le choix des maîtres de traité, les Herren der Vertragen, c'est que la politique environnementale, comme compétence partagée, doit être financée par les États membres eux-mêmes. Les fonds européens ne sont appelés qu'à jouer un rôle ancillaire. Et donc, vu les difficultés des États à respecter les critères de la dette et du déficit dégagé, enfin découlant du pacte de stabilité de 1998, il conviendra de développer des nouveaux fonds environnementaux, des fonds de transition, le fonds Next Generation Europe qui va surtout financer, enfin, qui est surtout en train de financer, si on décortique les subsides qui sont accordés dans le cadre des plans nationaux, c'est de la rénovation énergétique. Mais toutes les études sur le dépassement des limites planétaires indiquent bien, et notamment le rapport qui a été publié dans Ecological le 13 septembre par une équipe de 25 chercheurs, démontre bien que tout est lié, que la biodiversité est liée à l'acidification des océans, qui est elle-même liée à la présence des aérosols, qui est elle-même liée à la présence de nouvelles technologies. Et donc, de tout accès sur la rénovation des bâtiments sera sans doute suffisant pour pouvoir contrer les menaces auxquelles nous faisons face. Donc, les États membres vont devoir, à mon avis, dans les années à venir, se positionner en rapport avec la fiscalité environnementale, puisque, comme l'a souligné le fonctionnaire de la DG Environnement, en vertu des articles 100 13, 194, 191, paragraphe 2 et j'en passe. Hein, c'est la règle de l'unanimité, c'est la procédure législative spéciale et actuellement la révision de la directive de 2003 sur les axes ne passera pas sous cette législature. Et on ne sait pas de quoi sera composée la future législature, notamment au niveau de la composition du Parlement européen. Si on a un Parlement européen plus à droite qu'aujourd'hui, je doute que l'on puisse vraiment avoir une réforme
de la fiscalité des axes énergétiques qui soit vraiment une transposition concrète du principe du pollueur-payeur. Donc, au niveau fiscal, il me semble que ça se jouera au niveau national, mais dans des situations concurrentielles où, bien entendu, chaque État n'a pas envie de plomber ses industries dans un contexte de forte concurrence avec les autres États. Le fonctionnaire indiquait aussi, c'est M. White, que les questions de responsabilité sur le plan civil, puisque l'harmonisation ne porte que sur une responsabilité de type administratif, devront être réglées par les États membres, vu la disparité des régimes en matière de responsabilité objective ou de responsabilité pour faute. Alors comment progresser sur un plan de la réflexion juridique? On pourrait, comme dans beaucoup de matières, espérer pouvoir trouver une bouée de secours à Luxembourg sur le plateau du Kirchenberg avec la Cour de justice. Et donc, c'est la Cour a, en tant qu'institution, joué un rôle majeur, notamment dans dans le cadre des libertés économiques fondamentales. En matière du pollueur-payeur, il n'est intervenu que dans le cadre de questions préjudicielles posées principalement par des juridictions italiennes ou une juridiction croate aussi, sur des impositions en matière de déchets ménagers produits soit par des ménages, soit par des hôtels. Et l'emploi qu'elle fait du principe du pollueur-payeur est un emploi assez lâche, assez vague, qui n'apporte pas grand-chose, qui n'alimente guère le débat. Et quand je vous écoutais tantôt, j'avais l'impression que le débat entre les économistes est beaucoup plus avancé qu'il ne l'est dans les cénacles juridiques. Et donc, sur le plan normatif, on peut débattre du champ d'application matériel, personnel, temporel du principe qui n'est pas clairement mis en œuvre ou explicité dans le cadre des nombreuses politiques sectorielles en matière d'eau marine, d'eau de surface, de gestion des déchets, de mise sur le marché des produits. Alors que les techniques devenant plus compliquées, les questions environnementales devenant plus enchevêtrées, la charge des mesures de contrôle, des mesures de surveillance ne fera que s'accroître et il conviendra de financer ces charges. Et je doute sérieusement que le budget général des États sera suffisant, d'où la nécessité de réactiver le principe du pollueur-payeur sur un plan national pour dégager les fonds nécessaires dans le cadre de fonds spécifiques. C'était une logique propre aux années 80 qui a été un peu abandonnée au profit du budget général de l'État. Et donc peut-être que l'on devra opérer un changement de cap, un changement de paradigme. Alors, plus précisément, c'est un peu décousu comme exposé, mais je ne fais que compléter les propos très savants qui étaient tenus. L'interaction avec les autres principes, bon, le traité, à l'instar de conventions internationales, notamment en matière de mer régionale et de fleuves transfrontaliers, égrène plusieurs principes, donc précaution, pollueur-payeur, réduction de la pollution à la source. Et donc, la thèse que j'ai toujours défendue, c'est qu'il y a un idéal de cohérence en droit, que les principes ne peuvent être appliqués de manière sectorielle. Ils forment un tout et ils sont appelés à s'appuyer les uns les autres. Et donc, le principe du pollueur-payeur doit revêtir une dimension préventive. Et on retrouve cette idée de prévention reprise dans les recommandations de l'OCDE et de la Commission européenne des années 70. Certes, le principe peut servir à dégager les ressources financières nécessaires pour couvrir les dépenses étatiques, mais il doit aussi principalement, à titre principal, contribuer à la réduction des nuisances, des pollutions. Ainsi, la recommandation de la Commission de 75
prévoit deux instruments. Euh, euh, D'une part, ce qu'ils appelaient les standards ou les normes de produits ou les normes d'émission, qui sont plutôt des mesures de police administrative relativement classiques, qui ont pour objet d'encadrer l'activité économique à des fins d'intérêt général. Euh, et bien entendu, si l'on observe l'évolution de ces normes, ne fût-ce que pour les automobiles, et on est passé d'Euro 5 à Euro 6, donc on passera un jour à Euro 7 et on assiste à un durcissement des mesures applicables à la mise sur le marché des camions, des véhicules légers, des voitures. Il en va de même si on procède à des études comparatives au niveau national. Les règles en matière de normes d'émission ont tendance à se renforcer. Le grand problème, c'est qu'on fait face à une accumulation de la pollution, à une accumulation des sources diffuses, et donc le renforcement des normes ne donne pas lieu, ne permet pas de rencontrer les objectifs escomptés en matière d'amélioration de la qualité des milieux marins ou des eaux de surface, dans la mesure où les problèmes se sont complexifiés avec le temps. Donc, autre voie, ce sont ce qu'ils appellent les impositions ou les charges en anglais, qui reflètent mieux cette théorie de l'externalité, des taxes pigouviennes qui avaient été évoquées en début de séminaire, que ne font les normes de produits ou les normes d'émission. Et donc, clairement, le droit fiscal environnemental doit revêtir cette dimension préventive. Dans pas mal de législations, on voit que les taux se renforcent par rapport à la gravité de la nuisance, l'impact de la pollution, notamment, il s'agit du cas des taxes en matière de rejet de substances polluantes dans les eaux de surface. Et donc ça a été mis en exergue notamment par des économistes danois. Donc, une, une, une taxation, voire peut-être un troisième registre qui n'était pas évoqué, mais qui revêt une importance considérable aujourd'hui, ce sont les aides d'État. Et donc, la Commission européenne dispose du monopole en matière de contrôle d'aide d'État et elle peut déterminer les conditions d'accès aux aides en fonction de lignes directrices, ce qu'elle fait en matière d'énergie renouvelable et en matière environnementale. Et donc, on voit clairement que les aides en question vont échapper au contrôle de la Commission dans la mesure où elles remplissent les conditions qui ont été conçues pour favoriser le développement, de la recherche au développement, des investissements en matière d'économie circulaire. Et donc, clairement, si là, c'est sûr qu'on est dans un registre purement communautaire, en raison du monopole qui a été accordé en 1957 par le traité de Rome à la Commission européenne, et donc ce régime extrêmement originel qu'on retrouve nulle part ailleurs de contrôle des aides d'État. Et donc ça, je crois qu'il ne faudrait pas négliger non plus, puisque les lignes directrices sont appelées à être modifiées dans 4 années, c'est qu'il y a là un véritable levier pour finalement récompenser les entreprises les plus désireuses de changer de modèle de production grâce à un soutien euh, étatique. Euh, alors, le rapport avec le principe de précaution est plus délicat à mesure où le principe du pollueur-payeur, finalement, c'est la traduction dans les années 70 de la thèse de Pigou qui remonte au début des années 20, au milieu des années 20, finalement, qui n'avait rien à voir avec la pollution, mais qui avait trait aux dommages causés par les locomotives aux travailleurs, enfin aux conducteurs de ces engins, alors que le principe du pollueur de précaution a vraiment été conçu dans un cadre purement décisionnel. Et donc, l'objectif qui a été poursuivi à la base au début des années 80 par les autorités administratives allemandes était d'alléger la charge de la preuve qui reposait sur elles en termes de démonstration de
du lien de causalité entre le rejet des substances chimiques dans le Rhin, l'Oder en mer Baltique ou en mer du Nord, et les dommages qui étaient suspectés. Donc il y a une véritable stratégie qui a été épousée à l'époque par les autorités administratives allemandes pour ne pas devoir constamment se justifier devant les juridictions administratives quant aux mesures restrictives qu'ils prenaient, notamment en matière de contrôle du rejet des eaux usées. Et comme les Allemands, à partir du milieu des années 70 et puis au début des années 90, ont renégocié les principaux accords sur les fleuves transfrontaliers et les mers régionales, mer du Nord, mer Baltique, leurs diplomates et les fonctionnaires du ministère du Bund de l'Environnement ont plaidé la cause du principe du pollueur-payeur et aussi la cause du principe de précaution. Et donc, on voit ici qu'on s'ancre davantage dans un schéma décisionnel où l'on vise à alléger la charge de la preuve. Ça avait d'ailleurs été évoqué à une ou deux reprises dans le cadre du débat. Alors, c'est certain que en 30-40 ans, on voit une évolution en termes de production des normes réglementaires pour les produits, euh, que l'on voit les juridictions nationales assouplir un tant soit peu la charge de la preuve dans certains contentieux, que dans les études d'incidence ou les études stratégiques, les tipping points ou les worst case scénarios, les scénarios du pire sont davantage creusés qu'ils ne l'étaient il y a quelques décennies, que dans les réformes des régimes de responsabilité civile au niveau national, on sent que les commissions d'universitaires épaulant les commissions parlementaires visent à aborder le problème de la charge de la preuve qui est supportée par la victime de la nuisance ou de la pollution. Et donc là, clairement, même si le principe de précaution n'est pas évoqué comme tel, le débat autour de la précaution a conduit un certain nombre de décideurs à prendre la mesure de l'incertitude qui continue à peser et qui peut être un véritable frein à la prise de décision alors qu'il convient, vu les situations d'urgence, de prendre des décisions idoines. Alors, quel est le rapport potentiel de la précaution avec l'économie? On a vu plutôt les questions économiques apparaissant comme un frein. Si je prends le cas de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique de 1992, qui est en quelque sorte le fondement de l'accord de Paris, euh, les diplomates américains dont leur pays n'est pas devenu partie à la Convention, mais ont réussi à exercer une grande influence dans le débat sur plusieurs dispositions, dont notamment la définition des mesures de précaution, puisque l'accord ne consacre pas le principe de précaution comme tel, en prévoyant que les mesures de précaution doivent dégager des bénéfices globaux au coût le moins élevé possible. Excusez-moi, c'est ma traduction, je n'ai pas le texte français sous les yeux. Et donc, ici, néanmoins, depuis, on avait évoqué les travaux de l'économiste belge qui travaille à Toulouse, Godard, sur le principe de précaution dans les modèles économiques. Donc, il y a bien entendu le principe de précaution ne peut pas du tout, ne doit pas être complètement écarté du débat économique, mais il me semble qu'en tout cas à la base et dans les contentieux, c'est davantage une conception euh, administrativiste ou publiciste qui s'impose. Alors que en matière de taxes ou de responsabilité civile, ce sont des domaines qui sont plus propices à l'analyse économique du droit, euh,
qui n'est peut-être pas si importante dans le monde francophone, mais qui revêt davantage d'importance dans le monde anglophone, dans le monde scandinave. Donc, pour conclure, euh, là, je crois que la reconfiguration, la modernisation du principe du pollueur-payeur par rapport à la nouvelle vague de défis auxquels nous sommes confrontés appelle sans doute une meilleure interaction avec la prévention, qu'on mette encore davantage d'accent sur la prévention et les zones d'incertitude auxquelles nous sommes confrontés qui appellent à la montée en puissance de la précaution.